Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances suite au décès de l'ancien ministre de l'Intérieur, Nordin Yazid Zerhouni. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la langue arabe. Comment transmettre cette belle langue aux nouvelles générations? Un portrait à suivre d'un amoureux de la lecture qui incite les jeunes à dévorer les livres écrits en langue arabe. La Grande Mosquée de Paris rend hommage aux bâtisseurs des mosquées de France. Les Chibani ont été honorés par l'ambassadeur d'Algérie et les consuls d'Algérie en France. Les images et les réactions dans ce journal. Et puis enfin, nous irons à la découverte des brodeuses de la fameuse Chbika, un métier qui se fait de plus en plus rare. Au fil des années, elles ont tissé de belles histoires que nous découvrirons à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre de l'Intérieur, Nordin Yazid Zerhouni. J'ai appris avec affliction la triste nouvelle du décès de l'ancien ministre de l'Intérieur, Nordin Yazid Zerhouni. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure de ma profonde sympathie. Prions Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, a conclu le président de la République. L'ancien ministre de l'Intérieur, Nordin Yazid Zerhouni, n'est plus. Il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Naja à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1937 en Tunisie, le défunt avait rejoint les rangs de l'armée de libération nationale avant d'intégrer le ministère de l'armement et des liaisons générales. En 1958, il dirige au sein du FLN la création de la direction de la documentation et de la recherche. En 1961, il fait partie de la délégation algérienne aux accords d'Évian en tant qu'expert militaire. Après l'indépendance, le défunt a occupé plusieurs postes, dont celui de ministre de l'Intérieur de 1999 à 2010. Il a également été ambassadeur d'Algérie à Washington, Mexico et Tokyo. Le défunt sera inhumé demain au cimetière de l'Alia. Et suite à ce décès, Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation par intérim, et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïb Zetouni, ont présenté leurs sincères condoléances à la famille de Nordin Yazid Zerhouni, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité de ce vendredi, nous célébrons la journée mondiale de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. À cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a tweeté en rappelant que la langue arabe fait partie de notre identité, un moyen d'écrire notre mémoire et de concrétiser notre appartenance historique. Cette langue est un trait d'union et un moyen d'ouverture envers les autres langues et cultures. Elle contribue à enrichir notre appartenance culturelle qui fait notre fierté, a conclu le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Une question ce soir, comment transmettre cette belle langue aux nouvelles générations? Et bien souvent, cela se passe à travers la lecture. On vous propose de suivre le portrait de Saïd Fetahin, un mordu de la lecture, la langue arabe et de la langue arabe. Omar Bali nous le fait découvrir. C'est un commentaire signé Amel Barba. La langue arabe dans toute sa beauté et sa richesse, Saïd en parle fièrement, en véritable passionné pour cette langue qu'il veille inlassablement à transmettre à la génération montante. Apprendre l'arabe aux enfants n'est certes pas une tâche aisée, mais il faut beaucoup de patience et de passion, deux qualités que cet écrivain possède. Chez les enfants, l'enseignement de la langue arabe passe par la lecture assidue et notamment l'apprentissage du Saint-Coran. Lire les histoires des prophètes, c'est aussi une belle manière de susciter l'intérêt des enfants à cette langue et leur permettre de mieux la maîtriser. Les parents doivent aussi veiller à accompagner leurs enfants en leur faisant aimer la langue arabe, en usant de différentes méthodes pratiques. Depuis son jeune âge, Saïd est un mordu de lecture, ce qui l'a prédestiné à une carrière d'écrivain. Je ne considère pas Saïd Fetahin comme un simple écrivain, mais il a aussi beaucoup d'idées avec un background culturel qui témoigne de sa grande maîtrise de cette langue, non seulement en tant qu'écrivain, mais comme un homme de culture très actif.
J'ai découvert la langue arabe depuis mon jeune âge. Ce fut pour moi le début d'une belle aventure parsemée de découvertes. J'ai acquis de nombreuses connaissances au fil des ans et je me suis orienté vers l'écriture. J'ai été distingué au prix international Tayyib Salah avec une série de romans intitulés « Un homme à la mauvaise réputation » et auparavant avec un roman intitulé « L'enchanteresse de Malte ». Artistique et poétique, la langue arabe est d'une grande richesse linguistique. Selon l'UNESCO, c'est l'une des langues les plus parlées au monde, pratiquée au quotidien par plus de 290 millions de personnes. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale, les corps des deux lieutenants-colonels El-Wafi Mohamed Amin et Kharoussa Nordine, décédés lors du crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire au large de la ville de Bouharoun, wilaya de Tipaza, mercredi dernier, ont été repêchés. Vendredi après-midi, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Suite au crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage de type MS-25 Marlin, mercredi 16 décembre 2020, à 2 miles marins du nord-ouest des côtes de la ville de Bouharoun, wilaya de Tipaza, ayant causé le décès en martyr de 3 membres de l'équipage. Le commandement des forces navales a aussitôt déclenché une opération de recherche et de sauvetage en engageant d'importants moyens, précise la même source. Au cours de cette opération, le corps du lieutenant Bouzaïda Nordine a été repêché dans les minutes qui ont suivi le crash. Les efforts des équipes de sauvetage se sont poursuivis et ont été couronnés par le repêchage l'après-midi de ce vendredi 18 décembre 2020 des corps des Chouhada, le lieutenant-colonel El-Wafi Mohamed Amin et le lieutenant-colonel Kharoussa Nordine. Les corps ont été ensuite transférés vers l'hôpital central de l'armée de Ain Naja pour les procédures médicales et administratives requises dans de pareilles circonstances, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale, soulignant que le commandement des forces navales a engagé lors de cette opération 2 hélicoptères de recherche et de sauvetage, le remorqueur de haut de mer El Monjid, numéro de bord 701, le navire dragueur des mines Al-Kassah de bord 502 et puis le patrouilleur, 2 vedettes de sauvetage, 4 semi-rigides, des plongeurs spécialisés ainsi que des services de protection civile. Qu'Allah Tout-Puissant accorde sa miséricorde aux martyrs du devoir national et puisse les accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à Dieu nous revenons, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. On prend ce soir la direction de Paris pour vous parler de cet hommage symbolique à la mosquée de Paris. La mosquée de Paris donc qui rend hommage aux bâtisseurs des mosquées de France, des mosquées qui défendent un islam de tolérance et de fraternité. Notre ambassadeur en France et plusieurs de nos consuls ont tenu à assister à cette cérémonie. La correspondance de Paris de Afef Blouchette. C'est une grande émotion qui se lisait hier sur ces visages malgré les masques qui les dissimulaient. Les yeux larmoyants de bonheur et l'allure fière, satisfaits du travail accompli, Cheikh Hachbouch, Cheikh Lakhdar et les autres se sont succédés pour recevoir la médaille du bâtisseur de mosquées, décernée par la Grande Mosquée de Paris, l'aînée bienveillante des mosquées en France et repère incontournable de l'islam des Lumières. Chaque fois que l'on construit une mosquée qui est digne, ça permet d'abord aux musulmans de vivre et de célébrer dignement leur culte, et en même temps, c'est de tourner le dos à ces extrémistes qui veulent faire croire que nous ne vivons pas de manière sereine notre culte. Un long chemin qui a débuté dans les années 60 avec l'arrivée de la première génération d'immigrés algériens en France, le combat de toute une vie pour Cheikh Hachbouch. Moi, je suis arrivé en France en 65. La première année, je n'ai pas fait le tarawih, c'était 65. 66, d'Argenteuil, je venais jusqu'ici pour faire le tarawih avec un Tunisien. En 69, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un petit pavillon 4 danières. On a construit une petite baraque en bois, 20 mètres carrés. 69, 70, il a fallu 4 ans pour être 35 personnes. Grâce à son obstination, sa foi et sa belle réputation, il a réussi à faire construire non pas une mais 2 mosquées financées à 90% par les fidèles. Il compte aujourd'hui sur la nouvelle génération pour porter le message de la fraternité et d'ouverture de l'islam, celui que ses aïeux en Algérie lui avaient transmis. On ne pensait pas à tout ça. Maintenant, nos enfants, ils ont fait des études et tout ça, des intellectuels, et puis ils se défendent pas mal. Moi, avec mon petit bac de 51, on m'appelait l'intellectuel.
Un discours de tolérance encouragé par l'ambassadeur d'Algérie en France associé à cet hommage, ainsi que plusieurs consuls présents. L'Algérie qui a de tout temps soutenu ces initiatives au service des fidèles algériens certes, mais au-delà, notamment par l'envoi régulier d'imams pour ces mosquées. Leur présence démontre une fois de plus que nous sommes pour un islam ouvert, pour un islam tolérant, pas pour ceux qui utilisent l'islam comme un paravent politique. Et j'ai insisté sur le fait que la grande mosquée de Paris est d'abord algérienne et ne sera jamais autre chose. Et c'est ça le plus important. De même que sont algériens la plupart de ces hommes de la première génération des bâtisseurs des mosquées en France. On compte aujourd'hui 2500 mosquées en France, soit 2 siècles après la pose de la première pierre de la première d'entre elles. Retour en Algérie, c'est l'heure de découvrir les derniers chiffres de la pandémie. En Algérie, 438 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 398 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Et tous les moyens sont bons pour venir à bout de cette pandémie. À Sétif, des détenus d'un établissement pénitentiaire fabriquent des masques et d'autres objets, une manière de retrouver une intégration professionnelle après leur sortie de prison. Il s'agit d'un projet de coopération avec le PNUD Adel Brahms. Lancé en juillet dernier, les activités du programme des Nations Unies pour le développement dans son volet relatif à la lutte contre le Covid-19 ont pris fin à l'établissement de prévention de Ain Azal. Intitulé Réponse Covid-19, ce projet a été financé par l'ambassade suisse en Algérie. Je voudrais féliciter les autorités algériennes pour leur grand engagement par rapport à la réinsertion sociale des détenus. J'étais vraiment très impressionné ici en visitant cette institution pénitentiaire de voir premièrement les produits d'artisanat que les détenus ont produits. Je pense que vraiment beaucoup parmi ces produits sont absolument aussi commerciables. On m'a parlé de la formation professionnelle que les détenus ont ici. C'était impressionnant. C'est un partenariat que nous sommes très fiers à travers le programme phare qu'on a avec le ministère de la Justice et en particulièrement avec la Direction générale d'administration pénitentiaire et réinsertion. C'est une opportunité avec cette réponse solidaire globale à travers tous les efforts qu'on a pu organiser et on a pu faciliter pour vraiment entrer avec une nouvelle composante que c'était la réponse Covid-19. La délégation a rendu visite par la suite aux différents ateliers de tissage industriel où les efforts de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de réinsertion ont été mis en évidence et leur apport dans la lutte contre le Covid-19. La délégation s'est rendue également à l'exposition des produits fabriqués par les détenus. Et comme plusieurs villes du pays, la ville de Tamanrasset, où les habitants de Tamanrasset peuvent regarder les 6 chaînes de l'EPTV grâce à la TNT, la diffusion numérique apporte une meilleure qualité d'image et de son. Couverture de Mohamed Lamine Boutoumi, commentaire signé Raouf Hamouche. L'ère de l'analogique est révolue. La TNT a pris le relais désormais. C'est le cas ici dans la wilaya de Tamanrasset. Une avancée technologique qui a réjoui plus d'un et qui permettra notamment aux habitants des zones d'ombre de la région d'avoir accès à l'ensemble des chaînes de la télévision publique. Comme vous le voyez, nous avons définitivement arrêté la diffusion par voie analogique et nous sommes passés au numérique, ce qui nous permettra de diffuser tous les programmes des 6 chaînes nationales avec à la clé une meilleure qualité d'image. Le passage du système analogique vers le numérique terrestre fournit donc une meilleure qualité de son et d'image et permet aux téléspectateurs de recevoir le bouquet des 6 chaînes de la télévision publique. Nous sommes très heureux d'avoir passé le cap du numérique comme ici à Tamanrasset. Notre stratégie consiste à généraliser cette avancée technologique sur tout le territoire national. Prochaine étape, les wilayas de Borj Bouariri et de Bouira pour le 24 de ce mois. La couverture via le système numérique terrestre dépasse désormais les 77% au niveau national.
Cette information, maintenant, nous avons appris la disparition de notre confrère de l'APS, Jadou Salahaddin Qaddour, âgé de 55 ans. Le défunt travaillait au bureau d'Oran de l'APS depuis 2004. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Ain el-Baïda à Oran. Suite à cette disparition, le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Ammar Belhimad, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Comme chaque semaine, on vous propose de découvrir la start-up de la semaine. Ce soir, on découvre l'entreprise sociale Green Swing. Elle est incubée au Centre algérien de l'entrepreneuriat social. Regardez. Je m'appelle Amina Bourlouf, je suis la cofondatrice de l'entreprise sociale Green Swing. Green Swing est une entreprise sociale qui vise la diminution des déchets plastiques de l'environnement en agissant sur un type particulier des déchets qui est les bâches publicitaires expirées. Et donc on les transfère en d'autres produits uniques, durables et éco-friendly, tels que les sacs, des trousses, des sacs à dos, des trousses pour élèves, des trousses de toilette, etc. Le consommateur algérien est un consommateur curieux qui aime toujours essayer des nouvelles choses. Par contre, les inconvénients, c'est que on ne trouve pas toujours des informations, des datas sur nos projets. Donc, pour faire une simple étude de marché, on galère avec l'information, avec les statistiques et les simples chiffres pour estimer notre marché. On a déjà besoin de créer notre première unité de production qui va nous permettre d'élargir nos marchés et d'arriver sur tous les territoires algériens. Ensuite, le prochain milestone est d'arriver au marché international qui a un potentiel beaucoup plus grand. Dans l'actualité internationale, les réactions s'enchaînent après la reconnaissance par le président Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. James Baker a déclaré que cette décision risque de créer un climat d'instabilité en Afrique du Nord. Les détails avec Adel Bouhames. L'ancien émissaire du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental, James Baker, a estimé que la décision du président américain sortant pourrait avoir de sérieuses répercussions, à commencer par le risque de créer un climat d'instabilité en Afrique du Nord qui pourrait bien profiter à Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes. D'autre part, le sénateur James Inhofe a affirmé devant le Congrès américain que le Maroc emploie des lobbies pour influencer les décisions de Washington au sujet de la question du Sahara occidental. Inhofe a signalé que les réactions à l'échelle mondiale ont été clairement défavorables à cette annonce qui a été faite en contrepartie de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. L'ONG britannique Oxfam a appelé à la reprise du processus politique au Sahara occidental. Elle a déploré l'échec du secrétaire général de l'ONU à nommer un nouvel émissaire pour la question sahraoui. L'ONG Human Rights Watch a quant à elle dénoncé la répression des militants sahraouis par les forces marocaines dans les villes occupées, relevant le caractère brutal et illégal des méthodes employées par le régime marocain. Un régime dont la décision de normaliser ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste a été condamnée par plus de 200 scientifiques, universitaires, hommes politiques ou encore juristes marocains. Toujours à l'international, en Libye, la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU a annoncé la formation d'un comité juridique du Forum de dialogue politique libyen qui sera chargé de préparer les prochaines élections du 24 décembre 2021. Les membres de ce comité seront officiellement annoncés dans les prochains jours. Retour en Algérie pour vous parler de nos artisans. Les brodeuses de la fameuse Chbika se font de plus en plus rares. Au fil des années, elles ont tissé une belle histoire que nous fait découvrir Sihem Kenouch. هاي شبيكة هاي وكان ما تنعقدش ماشي شبيكة على بالك وكانت تخدميها هكذاك ما تجوش البرع من تحت الخيط. Elles sont artisanes, on les appelle les dentelières. Bien qu'elles ne soient plus nombreuses, elles perpétuent quand même un art ancestral, Chbika, qui jadis se faisait la fierté de plusieurs villes du pays. C'est un art traditionnel très ancien. Moi-même, j'ai appris à faire de la Chbika alors que je n'avais que 12 ans. J'aime beaucoup Chbika, ça me détend.
J'ai appris autre chose aussi, du crochet, de la broderie. Mais Chbika, c'est exceptionnel pour moi. D'ailleurs, quand je ne suis pas très bien, que si je suis angoissée, ça me soulage, ça me déstresse. Des napperons, des mouchoirs, nos incontournables Jari Hayek, et puis aussi des motifs géométriques ou d'autres inspirés par la nature qui nous entoure. هنا عندنا لي موتيف كيما هذا نقولوا له الشاطوان. هذا الشاطوان يخدم بالبوكسان. وكما هذا نقولوا له الزقوق. وكما هذه نقولوا الياسمينه. ولا درناها على 4 نقولوا درنا هنا راهي على 4 نقولوا لها الياسمينه. ولا درناها على 5 نقولوا لها الفله. De la dentelle, Chbika, qui nous rappelle le filet de pêche et cette légende qui raconte le naufrage d'un bateau de pêcheurs. Leurs épouses ont à leur tour essayé de reproduire des pièces qui ressemblaient à un filet de pêche. Ça a donné Chbika. Et toujours avec le savoir-faire de nos artisans, vous propose un reportage qui va certainement intéresser les hommes qui nous regardent ce soir. La Maison de la Cravate, une histoire de famille partie d'une boutique d'1 mètre carré dans les années 40 jusqu'à devenir une référence du Made in Algeria. Car de fil en aiguille, vous allez le voir, l'entreprise familiale a su se moderniser pour répondre aux besoins et goûts du client algérien. Reportage signé Samira Hadjamar. La Maison de la Cravate, c'est d'abord une histoire de famille. Un héritage de père en fils qui se perpétue depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est aussi l'histoire d'un tailleur qui a compris très vite l'importance de cet accessoire, devenu indispensable pour celui qui le porte. La Maison de la Cravate, c'est une belle histoire de famille qui a commencé il y a 58 ans par mon défunt père, c'est lui le créateur. C'est un montagnard, il est venu à Alger en 1948 je crois. Il s'est installé et puis à la rue Malakoff, il y a la rue Malakoff qui a un petit café à l'Anqa. Il avait une petite boutique de 1 mètre carré là où il cousait les costumes. Voilà, il a commencé là-bas, puis durant la Révolution, ils ont déménagé à la rue de la Lyre. Et donc son atelier était une boîte aux lettres durant la bataille d'Alger. Petit tour dans l'atelier de cette maison où tout l'art de la fabrication de la cravate s'exprime entre les mains d'ouvrières chevronnées, très discrètes. Il y a un processus pour la fabrication de cravates. Bon, il y a le tissu, il y a la triplure et il y a la doublure. On commence par dessiner un patron de cravate, faire un matelas, puis couper la cravate carrément. Puis il y a l'étape de l'assemblage où on assemble la cravate. Il faut savoir la cravate, il y a trois parties de la cravate. Il y a le grand pan, donc celui-là. Il y a le petit pan, il y a le pan du milieu. Il faut savoir aussi que la cravate, elle se coud de l'intérieur. On la retourne. Et puis il y a l'étape du repassage. Et puis la finition, mettre l'étiquette. La cravate est la seule touche de poésie et de luxe dans le costume masculin. Alors quelle tendance, quel style sont choisis par les Algériens? Il y a le demi-large, le large, le slim. Ça, c'est selon ce que veut le client, ou selon la tendance du moment, quoi. Elle est en général classique, pas trop de couleurs, discrète. Donc en général, c'est du bleu nuit, noir, grenat, voilà. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.